Florian Lemag, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi soir. Au sommaire de ce numéro, une question qu'on posera à nos deux invités. Le monde arabe est-il homophobe? Peut-on être homosexuel et bon musulman? Où sont les droits LGBT au Moyen-Orient et au Maghreb? Que dit le texte fondateur de l'islam de l'amour homosexuel? Tout un programme dans le Mag-Orient ce soir. Notre seconde trace syrienne, je recevrai l'écrivain, voyageur et aventurier Patrice Franceschi. Il viendra nous parler de la cause qu'il défend, si ardemment, celle du Kurdistan syrien. Et puis Maxime Pérez, notre expert militaire, reviendra sur cette unité de liaison créée par l'armée israélienne dans le sud syrien. Bienvenue dans Mag-Orient. Notre premier invité est un imam un peu à part, le premier imam de France ouvertement gay, fondateur de l'association HM2F, homosexuel musulman de France. Sa mosquée n'est pas clandestine mais inclusive, radicalement tolérante. Un peu trop sûrement puisque son dernier le mariage de deux Iraniennes lui a valu la fatwa de ses concitoyens algériens. À 38 ans, Ludovic Mohamed Zahed, vous vous battez sourates au poing, concilier islam et homosexualité, un oxymore dans la plupart des pays arabes. Bonsoir Ludovic Mohamed Zahed, merci d'être présent avec nous ce soir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors vous êtes catégorique, hein. Quand on est homosexuel et musulman, on ne vit pas, si j'ose dire, à contre-courant. Oui, ce sont des identités hybrides, comme on dit en sociologie, qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience du fait que de vouloir contrôler les sexualités, les identités, les genres, c'est du fascisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam en tant que spiritualité. Donc cette séparation laïque, séculière entre l'islam en tant que spiritualité, l'islam avec un I majuscule, civilisation qui peut être tentée de temps en temps au détour d'une crise économique, géopolitique ou écologique par la fascisme des identités appliquées dans la totalité de l'espace public. Cette distinction est de plus en plus claire aujourd'hui pour des intellectuels et aussi des croyants, lambda, j'ai envie de dire, qui ont pris de nouveau leur texte, plutôt que d'aller à la mosquée pour voir un imam qui a été éduqué je ne sais où, qui va leur dire ce qu'il faut penser du texte. Oui, alors il y a peut-être une seule façon de penser, mais en tout cas ce qui régit la vie du musulman croyant, c'est la charia, la voie, littéralement, celle qu'il faut suivre. Elle ne serait pas, selon vous, à sens unique? Comme le dit le mystique soufi du 19e siècle en Inde, Ramakrishna, toutes les voies mènent à Dieu, mais aucune voie n'est Dieu. Donc si on parle de voie, c'est par définition dynamique, c'est quelque chose qu'on doit emprunter. Vous ne restez pas sur une avenue enfermée, claquemurée dans vos certitudes, vous avancez, vous appropriez la réalité pour comprendre, pour vous éveiller à la conscience. Pour moi, c'est ça, la charia qui est évoquée à plusieurs reprises dans le Coran. Il y a une grande différence à faire. En arabe, c'est la compréhension de cette charia qui a été élaborée par des hommes, avec une représentation patriarcale, malheureusement, pendant des siècles, de la compréhension qu'ils devaient transmettre de la charia divine. Et ce fiqh, oui, il y a plusieurs sectes en islam, sectes pas forcément dans le sens du terme, plusieurs subdivisions, plusieurs compréhensions du message divin, comme dans toutes les traditions religieuses. Et de plus en plus, celles qui émergent aujourd'hui dans l'espace public grâce à